Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui n'est pas très facile à tourner, mais qui me paraissait très importante suite à la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur l'anxiété pour ceux qui l'ont vue. Donc en fait dans la vidéo j'ai parlé du fait que j'étais phobique et hypocondriaque. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur mon hypocondrie. Alors j'ai pas du tout écrit, j'ai rien écrit en fait, donc je vais vraiment y aller au feeling et je vais voir comment ça se passe. J'avais pas envie d'écrire parce que généralement quand j'en parle avec tes copines, j'en parle de manière très spontanée et très naturelle. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de filmer sans que ce soit anticipé. Donc déjà je pense que c'est important de parler de ce que c'est, d'expliquer ce qu'est l'hypocondrie parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Et c'est quand même fréquent, si je dis pas de bêtises, je vais quand même aller regarder. Donc ici il y a une estimation de 13% des Français qui seraient hypocondriaques ou en tout cas qui présenteraient des symptômes assez similaires. C'est quand même pas mal, je trouve, 13%. Sinon, dans la population générale, on a entre 4 à 6% jusqu'à 9,5%. Donc voilà, c'est quand même un certain chiffre, je trouve. À savoir que du coup, l'hypocondrie, c'est une peur excessive de tomber malade. En très résumé, ça crée une anxiété très généralisée souvent et très grande de tomber malade, de tomber gravement malade souvent. Alors, il y a plusieurs stades d'hypocondrie. Chacun vit l'hypocondrie à sa façon. Il y a des gens qui le sont plus que d'autres, comme dans plein de troubles. Donc, c'est un trouble, ce n'est pas une maladie. Alors, il faut savoir que c'est un trouble que j'ai depuis très longtemps, mais je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé. Je ne sais pas, je ne me souviens plus à quel âge j'ai commencé à avoir ce trouble. Je pense quand même que le Covid a beaucoup accentué ce trouble. Quand j'étais enfant, j'avais pas spécialement peur de tomber malade, donc je pense que c'est venu quand même après. C'est quelque chose que j'essaye toujours de trouver avec mon psy, la raison pour laquelle j'ai commencé à devenir hypocondriaque. Quelle raison, quel événement a pu causer cette hypocondrie. Et c'est vraiment pas facile de trouver le déclenchement de tout ça. J'ai vaguement des souvenirs de moi plus jeune, je pense début de l'adolescence, vers 12 ans, qui stressait assez vite. En fait, quand j'avais des douleurs quelque part, quand j'avais des boules sur mon corps qui se formaient, qui n'étaient pas là habituellement. Et je me rappelle en fait stressée, en parler avec mes parents, ils me demandaient qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je vais mourir. C'était vraiment des questions qui me venaient à l'esprit et qui n'étaient pas forcément rationnelles ou normales. Surtout à mon âge, parce que j'étais assez jeune. En fait, c'est surtout que je n'avais jamais vraiment connu de personne, en tout cas de mon entourage proche, qui avait vécu quelque chose de grave, ou en tout cas pas consciemment. Je ne les ai pas connus consciemment, ou alors j'étais trop petite. Je me rappelle aussi, en étant un petit peu plus âgée, plus vers le milieu de l'adolescence, je dirais, j'ai aussi eu un moment où j'étais en cours et où j'avais ressenti une boule du côté droit ou gauche, je sais plus, de mon cou. Enfin, ça remontait vers ma mâchoire, où je me suis énormément inquiétée, plein pendant mon cours de biologie, et où j'ai décidé d'en parler à mon papa, de lui faire un message pour lui dire que j'avais une boule qui me stressait énormément et de partir de l'école. En fait, c'était un cours où on avait une deuxième heure à l'après-midi. Donc j'ai décidé aussi de prévenir ma professeure, de lui expliquer pourquoi est-ce que je partais et que j'allais voir le médecin. Et en fait, quand j'en ai parlé, ça a été la première personne qui s'est vraiment inquiétée pour moi et qui a mis des mots sur ce qui se passait vraiment, qui m'a clairement dit que ça serait quand même bien que je sois suivie psychologiquement pour ça, si c'était vraiment quelque chose d'handicapant pour moi quotidiennement. Elle a justement été la première à utiliser le terme d'hypocondrie à l'époque. Donc après ça, je suis partie de l'école pour aller voir mon médecin. Et en fait, il faut savoir que j'avais un bouton de fièvre ce jour-là. Donc je suis allée voir mon médecin et je lui ai montré la boule que j'avais. Il l'a touchée. Il m'a dit que c'était un ganglion gonflé suite au bouton de fièvre que j'avais. Sauf qu'en fait, j'étais pas au courant que les infections pouvaient faire gonfler le ganglion. Donc voilà, j'ai forcément été très rassurée. Mais par contre, mon médecin a bien vu que je m'inquiétais vraiment beaucoup pour des choses pas très importantes et pas très significatives en soi. Et j'ai vraiment commencé à ce moment-là à me poser des questions et à me demander pourquoi est-ce que j'étais comme ça, pourquoi est-ce que j'avais peur, est-ce que je devrais pas aller voir quelqu'un. J'ai mis ça de côté pendant un moment. Puis il y a eu le Covid aussi, qui était avant ça. Et pas longtemps avant, je pense que c'était même pas 2 ans avant. Donc ça s'est vraiment enchaîné après le Covid, en fait, tous ces épisodes-là de stress, d'anxiété, d'hyper vigilance sur mon corps, d'analyse de mon corps tout le temps. Et je voyais que mes parents étaient aussi un petit peu, pas forcément inquiets, mais peut-être un petit peu tracassés de moi, de mon comportement. Et en fait, ça n'a jamais vraiment été pris au sérieux. Parce que, en fait,
L'hypocondrie, ça reste quand même 99,9% d'anxiété, d'anticipation pour 0,001% de réelles choses qui se passent en fait et qui sont réelles. Donc en fait, c'est assez fréquent qu'on se moque de toi et qu'on rigole en pensant que c'est complètement débile ce que tu racontes et que bah non, tu n'as rien, que tu vas pas mourir, que tu n'as pas de problème, que tu n'as pas de maladie grave, bref, ce genre de remarques. Donc c'est très compliqué parce que souvent tu ne te fais pas du tout prendre au sérieux et c'est très difficile du coup pour la personne qui vit ce stress parce que c'est pas rationnel et t'en es conscient mais c'est plus fort que toi, c'est un trouble. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très pris au sérieux et qui est souvent vu comme quelque chose de marrant. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui me suit depuis maintenant assez longtemps. Parce que du coup, même si j'ai pas d'âge en tête de quand est-ce que ça a commencé, je me rappelle quand même que c'était déjà présent. En tout cas, ça commençait à être présent quand même un petit peu avant le Covid. Sachant qu'on est en 2026, donc ça fait au minimum 6 ans que j'ai ça. C'est un peu par phase, et en fait, il y a des moments où je vais vraiment être persuadée d'avoir une maladie grave. Ça peut arriver si par exemple j'ai mal à la tête, tout bêtement. Ça peut me faire imaginer que j'ai un cancer du cerveau. Et ça paraît peut-être fou et complètement ridicule aux yeux de certains, parce que c'est pas des pensées qui traversent les gens de manière générale quand tu n'as pas ce trouble. Mais c'est un raccourci que fait le cerveau pour se protéger, je pense. Et de toute façon, ça reste des phobies. En fait, c'est la phobie d'avoir des maladies graves. Ça reste irrationnel, même si en soi, je pense que n'importe qui aurait extrêmement peur d'être dans une maladie grave. Parce que forcément, ça signifie beaucoup de choses très négatives, beaucoup de conséquences négatives. Ça peut aussi signifier la perte, ça peut signifier la mort. Donc ce sont pas du tout des mots très, très faciles et très acceptables. Je pars un peu dans tous les sens, donc excusez-moi si c'est pas hyper structuré comme vidéo. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose où, enfin un sujet où je me prends pas trop la tête, où je veux pas écrire tout à l'avance, je veux que ce soit vraiment spontané, que j'y réfléchisse de manière naturelle, sans que ce soit quelque chose que je lis ou que je prends par cœur. Enfin voilà, c'était vraiment pas le but. Donc voilà, ici j'essaie vraiment de parler de tout. C'est peut-être pas hyper compréhensible. J'espère que ça l'est quand même un minimum. Et en fait, ce qui est très compliqué, ça reste quand même de pouvoir en parler sans se faire juger. Parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose qui n'est pas forcément pris au sérieux. Surtout quand c'est répétitif, que les gens autour de toi savent comment tu es. Et en fait, le problème, c'est que si il t'arrive vraiment quelque chose, généralement les gens ne le prennent pas du tout au sérieux et c'est vraiment quelque chose de très fréquent. J'ai déjà vu quand même pas mal de témoignages de personnes qui sont hypocondriaques et qui ont eu un problème de santé grave comme un AVC ou autre, et en fait qu'ils étaient en train de faire un AVC et comme c'était la 15e fois qu'ils se plaignaient d'avoir une douleur et d'avoir peur d'avoir quelque chose de grave, c'était pas pris au sérieux, c'était mis de côté et au final c'était quelque chose de grave. Ça n'a jamais été mon cas pour le moment en tout cas, mais c'est vraiment pas facile et je pense que si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a des peurs irrationnelles de ce style-là, je pense que c'est important de pouvoir en discuter avec la personne en étant dans l'écoute et dans la compréhension de ce qu'elle ressent, parce que c'est vraiment quelque chose qui, je le répète encore une fois, mais qui est trop, qui n'est pas assez prise au sérieux. Et j'ai justement une anecdote, je pense que j'ai déjà raconté en fait dans ma vidéo sur l'anxiété, mais j'ai commencé du coup à avoir des troubles anxieux il y a 3 ans. Et en fait, mes troubles anxieux m'ont créé des symptômes physiques. Sauf que les symptômes physiques sont souvent du coup associés à des maladies graves dans mon cas. Et donc vu que j'avais des symptômes physiques, j'avais des difficultés à bien respirer, à respirer correctement. J'ai commencé à associer ça à éventuellement un cancer des poumons ou à d'autres maladies pulmonaires ou même cardiaques. Ce qui a été très compliqué parce que j'en parlais autour de moi et absolument personne ne prenait ça au sérieux. Sauf que moi, en attendant, j'étais persuadée d'avoir quelque chose de grave. Donc ça a duré au moins une semaine. Donc c'était vraiment très long. Pour quelqu'un, en tout cas dans mon cas, qui stresse du matin au soir quand j'ai ce genre de problème. J'étais en pleurs vraiment tous les jours. Ça allait pas du tout. Je me sentais vraiment pas bien et pas écoutée, pas comprise et moquée. En fait, c'était très difficile à vivre. Un rituel qu'on a souvent plus en tant qu'hypocondriaque, c'est d'aller voir sur internet tes symptômes pour voir si t'as quelque chose, pour voir toutes les possibilités de maladies que tu pourrais avoir. Alors chose à ne absolument pas faire du tout. Internet va toujours te donner les pires maladies qui existent et c'est pas du tout rassurant, vraiment pas.
En fait, ça fait que renforcer ta peur au final, donc c'est vraiment pas du tout une bonne chose. Même si c'est très compliqué quand t'es hypocondriaque, parce que tu cherches toujours en fait à être rassuré, à avoir le contrôle sur ce qui se passe, et à te dire que si on te dit que c'est pas ça, et que tu en as la certitude grâce à internet, alors ça va, tout va bien. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Parce qu'internet ne va jamais, enfin, ça n'est pas un médecin, ça n'est pas l'équivalent d'examens médicaux, ça n'est l'équivalent de rien du tout en fait. À part te stresser, ça ne fait rien d'autre. Voilà, je mettais mes symptômes tous les jours, plusieurs fois par jour sur internet. Et à un moment donné, je voyais que ça ne s'améliorait pas du tout. J'étais vraiment en pleurs, même devant mon papa, qui je pense m'a très rarement vu dans cet état. Et à un moment donné, il s'est dit ok c'est bon, on va aller à l'hôpital. Donc le lendemain, je suis allée à la première heure à l'hôpital, enfin le matin, avec ma belle-mère. Et voilà, c'est là que j'ai vu mon psychiatre, un psychiatre, parce que c'est pas mon psychiatre attitré, mais un psychiatre de l'hôpital, des infirmières. Enfin voilà, on a pris mes coordonnées, ma tension, on a écouté mon cœur, enfin voilà, tous les examens de base. Et puis j'ai vu un médecin qui m'a aussi fait passer un électrocardiogramme. Et en fait, on voulait me faire une radio des poumons. Sauf que en écoutant ce qui se passait à ce niveau-là et derrière, on n'a rien trouvé en fait. Donc il y avait absolument aucune raison de faire une radio des poumons vu qu'il n'y avait rien de spécial. Le médecin a décidé de ne pas en faire parce que ça reste très mauvais pour la santé, surtout quand on est jeune comme moi. Donc on l'a pas fait. Et puis au final, j'ai parlé avec mon psychiatre et avec le médecin et qui m'ont dit qu'en fait l'anxiété pouvait vraiment créer des problèmes physiques, des symptômes physiques. Et puis en sortant de là, j'ai plus rien eu. En fait, c'est passé vraiment au fur et à mesure des heures qui passaient. C'est passé. Parce qu'en fait, j'ai accepté que l'anxiété pouvait créer vraiment des problèmes physiques. Donc c'est passé tout seul. Et voilà, en fait, je parlais de cette histoire-là parce que ça a été vraiment très très compliqué à vivre. Sur le moment, je me sentais vraiment incomprise. Et même si je n'avais rien, tant mieux. J'aurais pu avoir quelque chose de grave. Je pense que c'est important quand même de ne pas minimiser tout non plus. Et vraiment d'être dans l'écoute. En fait, je pense que c'est vraiment le plus important. Je pense que quelqu'un qui ressent ces choses-là, qui se sent écouté, c'est déjà vraiment beaucoup plus facile à vivre pour la personne que si elle était seule et que absolument personne ne la prenait au sérieux, que tout le monde se moque d'elle. C'est très très compliqué à vivre. Il faut bien se rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui peut handicaper les gens, vraiment tous les jours. Parce que le moindre petit problème physique, la moindre douleur, en fait, tout ce qui pourrait se passer de physique qui n'est pas habituel et stressant. J'ai quand même eu beaucoup de rendez-vous chez mon médecin pour des problèmes que j'avais physiques qui ont fini par partir seuls. Où j'arrive chez mon médecin qui m'examine et qui me dit qu'il ne voit absolument rien. Je passe des prises de sang, il n'y a rien dans mes prises de sang. C'est très compliqué, franchement c'est vraiment un trouble qui est très compliqué à gérer, autant pour les personnes qui le subissent que pour les personnes qui ne le comprennent pas et qui ne l'ont pas. Parce que c'est... En fait tu rentres vite dans un cercle vicieux où tu fais des examens, tu passes des examens pour te rassurer. Si on trouve rien, tu vas être rassuré un moment, puis tu vas te redire ah oui mais non mais on n'a rien trouvé donc il faut faire encore d'autres examens pour être sûr de trouver quelque chose. Ça va toujours être un cercle vicieux en fait, c'est très difficile jusqu'à ce que la douleur parte ou le problème parte. Et très souvent c'est compliqué d'accepter que le corps peut avoir des douleurs, peut dire des choses qui sont pas forcément graves et c'est comme ça. Et c'est très difficile pour nous de l'accepter parce qu'on a un cerveau qui va toujours voir le pire, qui va toujours anticiper le pire pour se préparer au pire en fait. Et en fait, bêtement hier, je regardais une vidéo sur YouTube où il y avait un témoignage d'une personne qui a perdu sa sœur d'une maladie grave, d'un cancer. Et je sais que voilà, moi c'est quelque chose qui me terrifie et qui m'a trigger justement hier. En fait, c'est ça aussi, c'est que des fois, même si t'as pas de symptômes physiques, tu peux quand même te déclencher un stress ou une anxiété ou des pensées envahissantes, stressantes, avoir quelque chose de grave, même si tout se passe très bien et que tu ne ressens absolument rien de spécial dans ton corps. Donc ça c'est très compliqué aussi parce que du coup, il suffit que quelqu'un me parle de cancer, d'un proche qui est décédé d'une maladie grave, qui me raconte ce qui s'est passé, qui me raconte ce qui s'est passé, qui me raconte comment ça s'est passé, qui me raconte des détails, etc. pour que ça me déclenche vraiment ce stress et qui peut vraiment durer pendant des jours et des jours et des jours où je peux finir chez mon médecin à demander des examens médicaux. Donc franchement, c'est vraiment pas facile à vivre. C'était vraiment important pour moi d'en parler parce que ça fait partie de moi. J'essaie que ça ne prenne pas
toute la place dans ma vie non plus, mais je peux pas aller contre le fait que ça fait partie de moi, de ma vie, mon quotidien, et que c'est comme ça, et que voilà, je suis psychologiquement, j'essaye d'aller mieux, je fais de mon mieux, c'est pas facile du tout, mais voilà, je pense que c'est important d'en parler, je pense que ça peut aider des personnes, je pense que ça peut rassurer des gens, je pense que ça peut aussi aider des personnes qui ne comprennent pas forcément ce que c'est et qui peuvent peut-être aider des proches qui sont dans le cas. Donc voilà, c'était vraiment super important pour moi de faire cette vidéo, j'espère qu'elle est pas trop longue, j'ai aucune idée de ce qu'elle va rendre, donc franchement j'espère que ça va, et que c'est pas trop brouillon, que c'est pas trop, que j'ai pas été trop difficile dans mes explications, j'ai pas été trop rapide non plus parce que j'ai pas voulu bâcler le sujet non plus. J'espère que j'ai été complète, ou en tout cas que ça a pu éclairer certains d'entre vous, aider certains d'entre vous. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce qu'est l'hypocondrie de manière plus profonde en fait, si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment quelque chose qui est plus fréquent que ce qu'on pense, je crois. Si jamais il y en a qui se posaient la question, parce que c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça, vu que moi personnellement on ne sait pas vraiment d'où ça vient pour l'instant, en tout cas on n'a pas encore assez creusé pour savoir de quand ça remonte et ce qui a pu déclencher ce trouble. Je sais quand même que généralement voilà, c'est un événement qui va se passer, qui va déclencher ça. Ça peut être la perte d'un proche qui avait une maladie, ça peut être plein de choses en fait, ça peut être quelqu'un qui est toujours vivant mais qui a vécu une maladie grave dans votre entourage. En fait ça peut vraiment avoir plein de causes, et je veux pas m'avancer trop là-dedans non plus parce que je suis pas experte, mais en tout cas pour ma part, je pense que ça a été accentué par des décès vécus en peu de temps, beaucoup en peu de temps, et par ma grand-mère qui est décédée d'un arrêt cardiaque de manière très brutale. En fait, je pense que du coup, j'ai toujours eu ça, mais que ça s'est vraiment accentué. Du coup, en 2022, donc il y a 4 ans, elle avait des problèmes de cœur que j'ignorais totalement parce qu'elle en avait pas parlé. Et puis, quand j'ai appris qu'elle a fait un arrêt cardiaque, je pensais que c'était un arrêt cardiaque, mais qu'elle allait sortir de l'hôpital parce qu'elle avait pu être réanimée. Et puis voilà, on a discuté avec les médecins qui nous ont dit qu'elle est restée trop longtemps en arrêt cardiaque et que, en fait, son cerveau n'avait pas été oxygéné pendant trop longtemps et que même si elle se réveillait, en tout cas, c'était pas son souhait de vivre comme ça. Ça a été le premier décès de mon entourage proche. Et donc, je pense que ça a vraiment été quelque chose qui a été très compliqué à accepter et à comprendre, et qui m'a du coup fait très peur aussi parce que du coup c'est ma grand-mère, et j'ai dû passer moi aussi des examens pour voir si j'étais pas cardiaque, pour voir si ma maman ne l'était pas non plus. Bon, mon micro s'est coupé donc je sais pas si vous m'entendez bien, mais de toute façon la vidéo va être terminée. Enfin, je voulais juste terminer ce que je disais. Je suis vraiment désolée pour le son parce que je pense que le son il est vraiment pas ouf là. Mais je disais que ça a été vraiment le processus, enfin tous les processus d'examens médicaux, etc. par la suite qui m'ont vraiment fait prendre conscience que je pouvais avoir quelque chose aussi. Et mes proches aussi, forcément. Donc voilà, ça a été très compliqué. Et franchement, le conseil que je peux vous donner en tant qu'hypocondriaque, ça serait vraiment d'être suivi, d'en parler, d'essayer de s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui sont compréhensives, personnes qui sont à l'écoute et qui ne vous jugeront pas. Vraiment le plus important, d'être bien entouré. Et pour les personnes qui ne le sont pas, de s'y intéresser, d'essayer d'aider du mieux que vous pouvez, même juste d'écouter les gens. Et voilà, je pense que d'écouter les gens, c'est déjà énormément d'aide et de soutien pour les personnes qui le vivent.